téléphone, s'il vous plaît, parce que c'est pas agréable de faire un cours avec des gens qui font leur SMS. Bien. Donc, ouais, je n'ai pas demandé qu'on mette sur la table, j'ai demandé qu'on arrête de le faire. Donc, le but est de chercher la concentration d'une espèce chimique. Donc, la concentration, c'est une donnée qui est en mol par litre, que ce soit des litres de liquide, que ce soit des litres d'air. Donc il y a plusieurs façons. Dans les liquides, ce sont des litres de liquide. Des litres de liquide. Et quand c'est dans un gaz, alors c'est des litres du gaz, mais ça peut être aussi des pourcentages, des pressions partielles. À ce moment-là, les unités ici peuvent changer dans les gaz. En revanche, dans le cas des liquides, c'est toujours des moles par litre. Je vais être beaucoup dans le cas des liquides aujourd'hui. Donc, le capteur qui détermine une concentration est beaucoup plus pratique qu'un titrage. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de titrage, un titrage, c'est vous prélevez un échantillon, vous le mettez dans un récipient et vous faites une réaction chimique avec un autre réactif qui est dans une burette. Et puis, quand vous avez un changement de couleur ou une information qui est propre au titrage, vous arrêtez, vous mesurez le volume, et de ce volume, vous en déduisez la concentration. C'est donc un travail qui est lent par nature, alors qu'un capteur, il est branché, puis hop, vous avez l'information en temps réel. C'est quand même rien à voir pour cette surveillance de concentration. Donc, la concentration d'une espèce chimique peut servir à plusieurs décisions. Des décisions au niveau de la surveillance d'une toxicité. Si un produit qui est dans une production chimique d'une usine et que ce produit chimique peut être relargué par erreur à l'extérieur, on met des capteurs à l'extérieur. Si la concentration dépasse 0, ou un seuil très petit, à ce moment-là, on dit qu'il y a un problème quelque part, on arrête la production, on confine, enfin on prend des mesures. Ça peut être aussi pour déterminer une constante biologique. Par exemple, les gens qui ont le diabète surveillent leur glucose en permanence, parce qu'il faut qu'ils aient un bon taux de glucose, régulé artificiellement, parce que naturellement, ils n'ont plus les enzymes capables de le faire. Ça peut être la surveillance d'un processus industriel. Est-ce que la concentration atteint une bonne valeur avant de l'arrêter? Est-ce que la concentration fuit? Est-ce que ceci, etc. Vous avez donc différents intérêts pour mesurer la concentration d'une espèce chimique, soit dans l'air, soit dans un liquide. Donc, faradique, ça veut dire mesure d'un courant électrique produit par une réaction chimique. Voilà, la loi de Faraday met en relation le courant électrique et la vitesse de production d'un produit chimique. Donc il y a des informations nouvelles qu'il faut que je vous fournisse, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez pu voir dans le passé. Donc, première question, comment est-ce qu'une réaction peut faire un courant électrique? Alors, ça, c'est une question fondamentale. Et quand on a une pile ou un accumulateur, on n'a pas une réserve d'électricité. On a une réserve de produits chimiques. Et on fait réagir ces produits chimiques, et cette réaction peut, si c'est bien organisé, peut produire de l'électricité. Alors, je vous donne le cas d'une réaction où un produit A plus un produit B donne un produit C plus de la chaleur. Voilà. Ça existe. Vous avez par exemple une réaction de chauffage, vous brûlez du bois, donc ça c'est B comme le bois, A comme l'oxygène de l'air, et A plus B, ça va donner CO2 plus H2O. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche, sauf que pour le climat, on s'en fiche. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la chaleur. Si vous faites maintenant une autre réaction chimique, donc qui ne sera pas celle-là, ça ne fonctionnera pas, mais vous mettez A dans un récipient, B dans un récipient, et vous les mettez en situation de réagir. Et que cette réaction, dans certains cas, produit des électrons par l'extérieur d'un circuit. À ce moment-là, ici, vous avez de l'électricité. Donc tout ça, c'est l'intérieur de la pile. Et ça, c'est
l'utilisation de la pile, c'est le smartphone, c'est la caméra, c'est ce que vous voulez, l'ordinateur, la voiture électrique, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est un moyen de produire de l'électricité avec une réaction chimique. Ce n'est pas l'électricité qui sort du secteur. Elle est produite de façon différente, avec des alternateurs, c'est des moteurs qui font tourner des roues sur lesquels il y a des aimants. Ça, c'est la production du courant du secteur. En revanche, la production des batteries et des accumulateurs passe par ce genre de système. Donc, j'étudie maintenant le cas d'un cas particulier qui est très fréquent et qui est le cas des piles. Si vous avez du zinc, qui est un métal, de l'oxyde de manganèse, qui est un oxyde de métal, eh bien, vous fabriquez, vous transférez des électrons. Vous voyez, le zinc perd 2 électrons, et globalement, ces électrons, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, ils sont gagnés pour le manganèse, qui va éjecter un oxygène qui va aller dans l'eau. Et donc, cette réaction, ça serait A, ça serait B, qui se transforme. Et on peut décomposer cette réaction en 2 demi-réactions. Zn qui donne Zn de plus et 2 électrons. Ces électrons vont sur MnO2 pour donner MnO. Donc ici, on va avoir Zn qui va donner Zn de plus et 2 électrons qui vont partir ici. Et ces 2 électrons vont venir ici sur MnO2. Et si on avait mis A et B dans un même pot, on aurait eu juste de la chaleur. Ce qui n'a pas été intéressant. Là, on n'aurait pas fait un courant. Si on le met dans des compartiments séparés, à ce moment-là, on s'organise pour que les électrons passent dans un circuit électrique au lieu d'aller directement de A à B. Et ça fait un courant électrique. Voilà. Ça, c'est le principe d'une pile. Et il y a certaines piles particulières où, au lieu d'avoir ici la résistance, c'est-à-dire le smartphone, l'ordinateur, etc., vous avez un générateur. À ce moment-là, vous forcez les électrons à revenir, et vous revenez en arrière, vous refaites les produits chimiques de départ. À ce moment-là, ça s'appelle un accumulateur ou une batterie. Et l'intérêt, c'est que les produits chimiques, ils servent plusieurs fois. Alors dans une pile, vous prenez la pile, après vous mettez la pile dans un conteneur, et elle ne sert plus. L'accumulateur, la pile est rechargeable, et puis vous allez utiliser comme ça 50 fois, 100 fois, 1000 fois. On cherche à faire un nombre de cycles le plus grand possible pour économiser les produits chimiques, parce que c'est ce qui coûte cher. Donc, à se souvenir que dans une pile, il n'y a pas d'électricité, il y a des produits chimiques. Ces produits chimiques réagissent, mais pas directement. Ils réagissent par l'intermédiaire d'un circuit extérieur. Donc là, le produit chimique qui va être le zinc c'est ça, c'est là, c'est le tour, c'est une plaque de zinc. Ce zinc, il va être en contact ici, les électrons vont partir et vont revenir là, et là, ils vont réagir avec l'oxyde de manganèse qui est là. Voilà donc le fonctionnement d'un... comment est-ce qu'une réaction chimique peut produire un courant. Donc, ici, j'ai ma décomposition. Ces demi-équations, on appelle ça des réactions aux électrodes. Une électrode, qu'est-ce que c'est? C'est un métal, très souvent c'est un métal, c'est un conducteur électrique, et le plus souvent c'est un métal, et ce conducteur électrique, il est en contact avec des produits chimiques qui échangent des électrons avec lui. C'est la définition d'une électrode. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de chimique. Ça peut être une cuillère en acier que vous prenez dans votre tiroir, vous la mettez dans un système, ça peut être une électrode. Voilà. Donc ici, c'est un métal, c'est le zinc, et là, le conducteur, c'est du carbone. C'est un métal, c'est pas un métal, c'est un composé qui permet d'échanger des électrons et qui n'est pas cher, donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le carbone. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les électrons, ils partent du zinc, c'est-à-dire le zinc, c'est l'ensemble ici, ils vont à la lampe, ils l'allument, et ils reviennent ici. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut faire que 1 ou 2 volts avec ça, ce qui n'est pas beaucoup. C'est pour ça que vous mettez plusieurs piles souvent dans un appareil. Vous avez 1 volt, plus 1 volt, là vous avez 6 volts. Avec 6 volts, on fait quelque chose. Avec 1 volt, on ne fait pas grand-chose. On a rarement des tensions importantes. La pile zinc oxyde de manganèse fait 1,5 volt. La batterie au plomb qu'on a dans les voitures, on avait dans les voitures, on en a encore, mais on avait surtout, c'est 2 volts. Et les accumulateurs au lithium, ce qu'on fait maintenant,
font un petit peu plus que des volts, ils font moins de 3 volts. On n'aura jamais 220 volts avec ce système-là, sauf à accumuler. C'est pour ça qu'on parle d'un accumulateur, c'est qu'on a accumulé les recharges et on peut avoir ainsi des grandes quantités. Ces découvertes-là datent de 1800 par Galvani, qui était un biologiste qui avait trouvé l'électricité dans les muscles des grenouilles, et Volta, qui était un physicien qui avait compris qu'on pouvait se passer de la grenouille en faisant avec des produits chimiques. Et ça a été démontré, il y a des gravures célèbres où c'est démontré à Napoléon. Et Napoléon avait fait construire à l'école polytechnique une salle dans laquelle il y avait 1000 accumulateurs qui étaient branchés les uns aux autres. Ça avait permis aux physiciens de l'époque d'avoir de l'électricité sous 1000 volts. Et donc ça, c'était extrêmement important pour faire de la recherche à l'époque. Donc depuis, on a fait beaucoup de progrès. Et les progrès les plus récents, c'est l'accumulateur au lithium. Pourquoi ? Parce que, avant d'utiliser le plomb, parce que c'était pas cher, sauf que le plomb, c'est lourd. Un atome de plomb, c'est 200 grammes proportionnel à 200 grammes. Alors qu'un atome de lithium, c'est proportionnel à 7 grammes. Et donc, on a un petit peu plus de tension au lieu de 200 grammes pour 7 grammes. Donc, ça permet d'avoir des applications mobiles, qui sont les voitures électriques en particulier, les scooters, etc. Donc, il y a aussi des courants électriques qui produisent des réactions chimiques. C'est le cas quand on inverse. Et il faut forcément, sur votre batterie que vous allez recharger, avoir un courant continu. Puisque la batterie fournit un courant continu, on revient en arrière avec un courant continu. Et donc, vous devez avoir ce petit appareil qui transforme le courant alternatif qui vient du secteur en courant continu, qui est ce qui permet de recharger la batterie ou de faire tourner des moteurs particuliers ou des smartphones, etc. Voilà. Donc dans ce cas-là, ce sont les équations chimiques qui tournent dans l'autre sens grâce à cette recharge qui provient donc on peut avec de l'énergie ici. L'intérêt, c'est de la rendre mobile, de se balader avec non pas un fil qui va faire 25 km, mais juste un petit accumulateur. Donc ces courants, ils sont ils sont en interaction avec des courants, avec des réactions chimiques. Ce sont des courants faradiques. C'est la même chose que du courant électrique. Il s'appelle faradique parce qu'il provient d'une réaction chimique, ou il va vers une réaction chimique. Un exemple de capteur faradique, donc, il sera faradique si au moins il y a une réaction chimique. Il y en a souvent plusieurs, mais il en faut au moins une. Le mesurande, la grandeur à mesurer, induit une réaction chimique dont on mesure le courant faradique. Donc, ce que l'on mesure, c'est la concentration d'une espèce chimique. Si cette espèce chimique est impliquée dans une réaction qu'on appelle d'oxydoréduction, c'est une réaction d'échange d'électrons, alors la mesure du courant qui est produit permet de remonter à la réaction chimique. La transduction est ampérométrique, c'est-à-dire on mesure des ampères, on mesure un courant électrique. Donc sur ce capteur-là, vous avez ici des petits trous pour laisser le gaz d'échappement arriver à l'intérieur du capteur. Ça, ce sont les électrodes. Et puis après, il y a la mesure. Donc ça, c'est branché directement ici par le pet vis dans le tuyau où il y a des gaz qui circulent. Et tout est là. Et la mesure peut se faire en permanence, à la différence d'un titrage où il faut faire un prélèvement de réaction, etc. Donc voilà ici la chaîne de transduction. La concentration que l'on cherche à déterminer en mol par litre, ici c'était des litres de gaz, mais ça peut être des litres de liquide. Dans le capteur, il y a une réaction chimique qui transforme la concentration des espèces chimiques en électricité. Donc on a un capteur ici d'intensité électrique, ça c'est la transduction. Puis la mesure, il n'y a qu'un seul T de l'intensité électrique, et l'affichage direct de la concentration. Voilà ici comment le capteur permet, quand la transduction du duocapteur permet de passer d'un mesurande qui est une concentration à un affichage qui est une concentration. Alors, quelle que soit l'espèce chimique dont on cherche la concentration,
il nous faut un capteur qui va être spécifique à cette espèce chimique. Ce n'est pas un capteur de concentration qu'on va mettre pour mesurer l'oxyde de carbone dans l'échappement, pour mesurer le fluor à la sortie de notre centrale, pour mesurer le glucose de la personne qui est diabétique. Il va falloir un capteur de glucose pour l'un, un capteur de fluor pour l'autre, un capteur de CO pour l'autre. À chaque fois, il faut mettre au point une réaction chimique, un système de réaction chimique qui permet d'avoir un certain capteur. Et donc, du coup, il y a autant de capteurs que d'espèces chimiques. Et parfois même, il y a plusieurs sortes de capteurs par espèce chimique. Ça dépend des concentrations et des situations expérimentales. Par exemple, un capteur à oxygène. Donc, quand est-ce qu'on a besoin de mesurer l'oxygène? Par exemple, dans l'eau d'une rivière, s'il n'y a pas assez d'oxygène, les poissons meurent. Dans une pièce, si la teneur en oxygène descend, et bien à ce moment-là, la survie des gens qui sont dans la pièce est en question. Donc, comment il fonctionne? Voilà ici le principe de fonctionnement du capteur. Vous avez le capteur, c'est ça. Le gaz d'échappement, c'est ça. Ici, c'est un gaz de référence, c'est l'air. Et on va s'arranger pour avoir un courant électrique qui est formé dû au fait qu'il n'y a pas la même concentration là et là. Donc, comment ça se passe? L'oxygène rentre dans le capteur. Donc l'oxygène, il rentre par le capteur ici, puis il rentre par le capteur là. Ici, à l'interface, l'oxygène devient O2-, c'est-à-dire il va prendre des électrons. À qui prend les électrons? Eh bien, il prend les électrons au milieu qui est à l'intérieur. Et donc, en prenant les électrons, l'oxygène devient O2-, et le O2- passe dans cet intermédiaire qui est de la zircone, un matériau. Hein. Puis O2 se propage de là à là. Et ensuite, ici, il y a la réaction inverse, O2- redevient O2, et donc il rend les électrons. Donc ici, on emprunte des électrons, là, on les rend. Donc globalement, on est neutre. Et cette différence du fait qu'ici, il y a peu d'oxygène et que là, il y en a beaucoup, fait qu'on a une différence de potentiel qui est mesurée, qui va faire 0,2 à 0,8 volts, suivant les différences de potentiel qu'il y a de part et d'autre. Et voilà comment ce capteur va pouvoir fonctionner dans cet environnement, pauvre en oxygène ici, puis riche, on va dire, en oxygène là. C'est la dissymétrie de part et d'autre du capteur qui produit le courant électrique. S'il y a la même quantité, la DDP sera nulle, le courant sera nul, et il y aura marqué sur le transducteur la concentration, ici, de l'oxygène et celle du gaz de référence. Donc voilà comment est-ce que le fonctionnement du capteur peut être envisagé. Donc, à partir du moment où vous avez une réaction chimique, vous êtes tenu de pouvoir donner les réactions, les équations chimiques correspondantes. Donc là, elles sont très simples, c'est le premier exemple, on en verra des plus compliqués. L'oxygène a besoin de 4 électrons, donc le dioxygène, O2, a besoin de 4 électrons pour donner 2 fois l'ion qu'on appelle oxyde O2-. Chaque ion a besoin de 2 oxygènes, ça fait 4 en tout. Et à l'autre électrode, les 2 électrons sont cédés, ça restitue O2. La quantité qui transfère est très faible. On n'appauvrit pas en oxygène, mais cette très faible quantité produit une tension qui est... Voilà. Donc les 4 électrons circulent dans un circuit électrique, ils constituent un courant électrique, c'est le courant faradique, la mesure de son intensité donne 4 fois la quantité de O2. En effet, 4 électrons, ça fait un courant électrique qui est 4 fois plus grand que la quantité de O2 que l'on veut. Il suffit quelque part de diviser par 4. Voilà. C'est le principe de ce capteur et la relation avec les équations.